Merci pour l'invitation et pour ce temps de parole. Alors, bon, pour situer un peu mon action, c'est à partir de ma pratique en tant que psychologue clinicienne en réanimation et en équipe mobile de soins palliatifs à Saint-Denis que j'ai un peu réfléchi sur ces questions. D'une part, avec une expérience clinique qui a été celle de la première vague, et plus particulièrement à partir d'entretiens que j'ai proposés à des familles qui avaient perdu un proche pendant la première vague. J'ai proposé à ces familles de revenir en réanimation, me rencontrer avec un réanimateur pour reprendre avec eux ce qui s'était passé. Donc ça a été une écoute clinique importante. Et deuxièmement, c'est aussi à partir de groupes de parole que j'ai pu réaliser avec des soignants. Là aussi, après la première vague, qu'il y a plusieurs éléments. Moi aussi, j'ai la voix qui tremblote. Qu'il y a des choses qui ont pu émerger pour moi de façon très importante, en dehors de la mobilisation qui avait été la nôtre au moment de la première vague pour, à minima, laisser rentrer les familles. Et donc, finalement, le moment un peu important qui a eu lieu, c'est au moment de la deuxième vague, quand j'ai eu l'impression que finalement, les mêmes choses allaient se reproduire, alors même qu'il me semblait, de façon un peu naïve, que des leçons avaient pu être tirées de ce qui s'était passé au moment de la V1, comme on dit dans le jargon hospitalier. Or, au moment de la deuxième vague, on a vu, on a entendu les mêmes discours revenir sur le risque des visites et de plus en plus, les établissements refermaient leurs portes. Et ça a été très choquant à ce moment-là pour moi de constater que, effectivement, ça a été déjà dit de façon très claire et très juste avant moi, finalement, cette primauté de la vie biologique, cette vision comme ça technoscientifique de la santé, revenait et reprenait le pas, alors même que les conditions n'étaient plus les mêmes, puisque si l'angoisse et les pénuries lors de la V1, lors de la première vague, avaient pu, et encore, ça peut s'interroger dans l'après-coup, expliquer certaines mesures absolument dramatiques qui avaient été prises, définitivement, avec la deuxième vague, on n'était plus dans cette situation-là, et pourtant, les restrictions de visite revenaient. Et alors même que avait été pointé. Moi, j'avais publié une tribune au mois de novembre. Il y avait eu d'autres chercheurs et d'autres personnalités qui s'étaient exprimées bien avant même pour pointer les effets délétères qu'avaient ces restrictions de visite. Et donc, on se retrouvait avec ce même mouvement qui niait les effets délétères des restrictions de visite sur les individus, que ce soit les patients ou leurs proches, mais également sur les personnels hospitaliers, qu'ils l'identifient ou non. Et je voudrais juste insister là-dessus, c'est-à-dire que, y compris chez les personnels hospitaliers qui peuvent se reconnaître et revendiquer d'une certaine façon la demande de restriction de visite, il me semble, en les écoutant, qu'ils ont aussi beaucoup à perdre et que le prix à payer sera aussi important pour eux. Donc des effets délétères sur les individus et des effets délétères évidemment sur le collectif et sur le social. Je vais pas reprendre ça qui a été dit, enfin voilà, de beaucoup mieux et de façon très juste avant. Peut-être aussi dire quelques mots sur la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à une situation problématique, d'une part parce que il y a des situations très disparates et avec effectivement, on l'a vu, le collectif Tenir ta main et le cercle des proches aidants en EHPAD, enfin voilà, nous permettent comme ça de l'entendre chaque jour, des problèmes de maltraitance qui continuent, c'est-à-dire des établissements de soins et des EHPAD qui continuent d'avoir leurs portes fermées ou entrouvertes, et trop peu entrouvertes, me semble-t-il. Et ça pose aussi un problème d'équité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon l'endroit où on tombe malade, pour une question de lieu, pour une question géographique, on n'a pas accès à la même possibilité d'être soigné, d'être accompagné, voire de finir ses jours. Et effectivement, moi, il m'a semblé important de renvoyer aussi le fait que une des problématiques importantes par rapport à ces restrictions de visite avait été le dévoiement de l'usage des soins palliatifs, c'est-à-dire de laisser penser que c'était pour les personnes en soins palliatifs que les visites étaient autorisées, alors que ça fait depuis des dizaines d'années que les soins palliatifs essayent de faire entendre que les soins palliatifs ne sont pas réductibles à la phase agonique ou à la toute fin de vie.
et que donc d'une part c'était très problématique cet usage-là, et deuxièmement que ça interroge, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une société qui permette de voir ses proches au moment où on va mourir, alors qu'au moment où on ne va pas mourir, c'est tout aussi important. Donc, ce problème d'équité, puisque en fonction de là où on tombe malade, on n'a pas accès à la même prise en charge, puisqu'on peut avoir des établissements qui ferment complètement les visites, d'autres établissements qui les ouvrent. Par exemple, à l'hôpital de La Fontaine, là où je travaille, grâce à la mobilisation du collectif Vital et à l'action de l'équipe mobile de soins palliatifs et de la maison des usagers, on a pu la mettre en place un système avec des bénévoles qui vise à élargir le nombre de visites et poser dans mon hôpital un retour à la normale, c'est-à-dire une réouverture totale de l'hôpital le 1er juillet. Je ne vous cache pas que cette perspective me réjouit, mais me semble encore fragile, puisque pour que cela soit possible, il faudra que l'ensemble des personnels hospitaliers puissent la soutenir, puisque vraisemblablement, nous n'aurons pas de directive de la part du ministère ou des ARS qui puissent poser comme principe et comme perspective, comme recommandation, le fait de réouvrir totalement les lieux de soins et les EHPAD, et que donc, d'une certaine façon, ça va être laissé à la décision locale des établissements. Et c'est aujourd'hui, me semble-t-il, pour demain, vraiment la préoccupation qui nous anime. D'une part, concrètement, la réouverture totale des établissements, et de façon plus symbolique et plus inter- et intrapsychique, je dirais, comment pouvoir repenser et retisser du lien entre les individus, le grand public ou les usagers, comme on peut dire, et les institutions de soins qui ont été extrêmement mis à mal, et ce lien a été mis extrêmement à mal par ce qui s'est passé. Comment pouvoir recréer un investissement et de la confiance envers notamment l'hôpital, hein, puisque moi c'est plutôt sur cet aspect-là que je peux témoigner. Comment faire en sorte que quelque chose puisse s'élaborer de cette expérience très violente que nous avons vécue. Un très grand merci, Sarah. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, dans le cadre du groupe Observatoire, encore une fois, si certaines personnes veulent s'associer à notre réflexion, ils nous enverront un petit email, hein, emmanuel.hirsch@apphp.fr. Je fais comme à l'américaine, il faut communiquer. Et ce qui a été très très important dans tes interventions aussi, c'est de dire qu'il y aura un déficit de confiance partout qu'il va falloir compenser en étant inventif. C'est-à-dire pas uniquement avec la tchatche démagogique, mais il va falloir qu'il y ait du concret. C'est-à-dire que des alliances se créent, des synergies, et que chacun soit reconnu dans une compétence. On a souvent évoqué avec Catherine Olivet et puis les membres de l'espace éthique le préjugé d'incompétence. Il faut maintenant qu'on reconnaisse une compétence aux gens. Je me permettais juste, peut-être que tu peux le dire d'un mot, tu nous avais évoqué une situation qui était tellement dramatique que je me permets quand même pour les gens qui ne sont pas du côté de l'observation que tu as fait, sans dire que c'est dans ton hôpital ou un autre hôpital, tu évoquais cette femme enceinte est-ce que tu peux nous dire un mot, parce que je trouve que ça a été aussi juste de ce que doit être le combat, par exemple, d'un psychologue clinicien qui n'a pas comme fonction de défendre les valeurs, j'allais dire, d'une manière aussi engagée. Dans quelle posture tu as dû te trouver au nom de tes valeurs? Oui, je peux en dire quelques mots. C'est-à-dire que effectivement, moi, depuis la première vague, j'ai eu la chance de travailler dans un service de réanimation où il a été tout de suite possible de penser cette question des visites et d'aménager un minimum de visites pour les personnes qui étaient voilà, qui étaient le plus en danger. Mais même si ce minimum a été possible, il y avait quand même toujours en permanence voilà, des restrictions de visite. Restrictions de visite auxquelles, voilà, qui étaient aussi à respecter pour que les gens puissent rentrer. C'est-à-dire que c'est comme toutes les règles, dans un moment où on va vers la restriction totale, si on arrive à aménager quelque chose qui se tient, on sait bien que si on va trop du côté de l'ouverture, il y aura un risque de fermeture totale.
Donc, j'ai été tout le temps prise dans cette crainte-là, c'est-à-dire essayer à chaque fois d'ouvrir un peu plus et en même temps en étant très vigilante sur le fait que ça provoque pas de résistance trop importante en retour. Et donc, la situation que j'avais évoquée était une jeune femme enceinte avec un Covid grave qui a été hospitalisée en réanimation, qui s'est retrouvée césarisée avec son bébé en réanéonate entre la vie et la mort, et qui est d'ailleurs décédée par la suite, et elle-même entre la vie et la mort, et son mari que j'ai été amenée à suivre, qui était, vous l'imaginez, dans un état de détresse absolue, et qui avait remarqué que j'étais voilà, à son écoute et dans un positionnement un peu différent par rapport à la question de la règle, et donc finalement m'appelait quand il était devant la porte du service à des horaires de visite qui n'étaient pas les siennes pour que j'intervienne en sa faveur et pour que je l'aide à transgresser les règles. Et un jour, je me suis rendu compte que lorsqu'il m'a appelé pour me demander cette faveur-là, je l'ai vu comme une demande de faveur. Et j'ai été dans une interrogation interne de me dire, mais est-ce que là, je ne suis pas déloyale par rapport à mes collègues soignants? Est-ce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une instrumentalisation? Et il a fallu que je me ressaisisse et que je me recentre pour me dire, voilà où le fonctionnement et où le système me place, c'est-à-dire à m'interroger sur une possible instrumentalisation de la part d'un homme qui est dans une détresse la plus totale et qui se saisit évidemment, voilà, qui se saisit évidemment de tout ce qui peut l'aider pour pouvoir combattre quelque chose qui est absolument insupportable. Un très grand merci. C'était important pour les personnes qui ne sont pas des professionnels, qui comprennent les tensions auxquelles tu as été confronté, des Tout à professionnels, fait. les clivages, et le fait de se retrouver effectivement avec un conflit de loyauté vis-à-vis de l'équipe, un conflit de loyauté vis-à-vis des familles, et comment les gens se trouvent dans le mal-être de ne pas pouvoir, d'une certaine manière, respecter ce que sont leurs valeurs. Alors, on reviendra sur ce point, en tous les cas, mille merci, et je conseille vraiment les gens qui le souhaitent d'aller sur le collectif Vital. Il y a toute une démarche qui aujourd'hui se lance, et merci de l'apporter. Je donne la parole à Régine Benveniste, que les gens qui sont les familiers de l'espace éthique connaissent bien, donc une psychiatre engagée aussi dans un cadre tout à fait exceptionnel, c'est l'accompagnement du collectif Les Morts de la rue. Ce sont effectivement des militants de la société qui sont aux côtés des personnes en fin de vie dans la rue ou qui décèdent. Voilà, donc il y a toute une patte humaine que nous permet, Régine, que nous permet de partager à la fois ce regard du clinicien et cette sensibilité à l'humain dans les situations les plus marginalisées, les plus extrêmes, celles qu'on ne veut pas voir. Je te donne la parole par rapport à notre questionnement.